Procès Bokang Alonso dit procès de la honte. On a vu le ministère public en difficulté face à la défense. Une défense bien méticuleuse, une défense menée par le professeur et docteur Nabirungu. Il était là. Nous allons en parler avec notre invité. C'est dans une coprésentation de Floyd Zantoto. Bienvenue. Merci. Voilà, Monsieur Franklin Chamala, bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez suivi l'actualité judiciaire qui est certainement dominée par ce procès à la Cour constitutionnelle. Mais bien avant cela, il y a d'abord l'actualité politique ou l'actualité économique. On a vu les avions ou l'avion revenir. Après 2016, 2017, l'avion est revenu. C'est l'État congolais qui aurait quand même dépensé l'argent pour que cet avion puisse revenir. Et vous, comment vous vous sentez par rapport à l'arrivée de ce drone? Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Oui. Bon, ça a toujours été un plaisir pour moi de répondre à l'invitation de Télé 50. S'agissant de cette question de l'avion, le jet prétendument de la présidence qui est revenu. Prétendument. J'insiste, moi je suis un ancien membre du avion gouvernement. présidentiel. Oui, oui. Prétendument jet présidentiel. Et pourquoi vous mettez prétendument? Je suis un ancien membre du gouvernement, je connais la vérité. Ah bon? C'est un avion qui a été acquis par le Premier ministre Matata, toujours lui. Matata. Ah oui, toujours lui, qui a été acquis par son gouvernement, sous son mandat, pour des raisons que vous connaissez. Il était question notamment de faire des économies sur les budgets de déplacement fréquents des membres du gouvernement. Et cet avion a été acquis pour aider à gérer de manière parcimonieuse les déplacements de membres du gouvernement. C'est un avion qui a été donc acheté par le Premier ministre Matata, par son gouvernement. Donc c'est un avion à mettre dans son actif? Mais absolument, c'est un avion, il ne faut pas se gêner. Alors, mais c'est ça qui lui crée des problèmes en fait. Okay. Parce que sur son bilan, Matata a aligné des choses que beaucoup avant lui n'ont pas fait et que même maintenant, il ne faut pas qu'on se gêne. Moi, je suis politique, on peine à faire. On peine à faire. C'est ça qui lui crée des problèmes. Alors maintenant, il a acquis cet avion, pour la petite histoire, en 2016 déjà, en décembre, lui-même a voyagé avec cet avion pour Mbandaka. Il était allé au sacre de Monseigneur Mbongo. Avec cet avion? Oui, lorsqu'il est consacré archevêque de Mbandaka, Bikoro, Ikela et Bukungu, je crois. Le Premier ministre Matata, par cet avion, s'est déplacé de Kinshasa jusque-là. C'est au retour à Kinshasa qu'il a envoyé lui-même cet avion en check-up auprès de son fabricant. Il est allé là et le gouvernement avait déboursé à cette époque-là toute la facture, ça veut dire 800 000 $. Payé. Je dis payé. Oui, payé. Mais vous relevez de ce qu'on appelle le journalisme d'investigation, vérifiez ce que je vous dis. Le gouvernement Matata a payé 800 000 $ pour le check-up. Mais nous n'avons jamais compris pourquoi cet avion a continué à être immobilisé là-bas. Depuis 2016? Oui, parce que Matata, c'est un homme qui veille sur les détails. Il regarde à tout, les fois au bureau, tout ça, il regarde. Lui-même, il entre dans les toilettes, il vous surprend par moment. Et là, il a veillé à ce que tout ceci soit payé en décembre. Malheureusement, en février 2017, je crois, il était obligé de céder son fauteuil à Badibanga. Et de Badibanga, on est passé à Chibala. Cet avion a continué à être immobilisé pour des raisons que l'on peut imaginer. Généralement, des biens comme ça, on les abandonne là-bas, on les laisse là-bas pour après les faire passer sur le patrimoine privé. C'est comme ça. El Zahir, à l'époque, a perdu beaucoup de ses avions comme ça. Bon, alors, le Premier ministre Matata, il a payé cet avion, il a payé aussi le check-up, 800 000 décaissés. Maintenant, lorsque cet avion revient, on nous dit, bon... Mais est-ce que lors de la remise et reprise, tous ces éléments-là... Mais c'est dans les dossiers. Les éléments sont dans les dossiers de la remise et reprise. C'est là-dedans. Quelle remise et reprise? Parce qu'il y a eu 3 remises et reprises. Non, Matata, c'est lui l'homme... non, mais je veux dire que celui qui l'a remplacé, il avait ce dossier. Oui, mais le dossier est là, vous pouvez aller fouiller dedans. Les éléments sont, à moins qu'on les ait fait disparaître. Mais les éléments sont dedans. Et je vous dis en passant que ce sont des dossiers comme ça
qui attire des problèmes à Matata parce qu'on vous dit pourquoi toujours lui. Et comme aujourd'hui, le gouvernement actuel, en fait, les régimes politiques actuels, a pour outil de bataille la politique des scandales, la politique des attaques, une politique qui consiste à fabriquer des mensonges que l'on impute continuellement à un adversaire politique qu'on redoute, comme Matata. Vous lui imputez des choses pour détruire sa réputation dans l'opinion. Et là, ils se servent des médias, des quelques médias qu'ils payent, ils se servent également de quelques magistrats et juges, la justice toujours elle, vous voyez, pour diffamer, détruire la réputation des gens et les empêcher de réaliser leurs ambitions politiques légitimes. Ça se passe comme ça, c'est une arme qui est sur la table du régime actuel et donc on ne peut pas s'empêcher d'en parler. Alors, voilà. On s'en félicite pourquoi alors, au retour de l'avion? Je ne sais pas pourquoi on s'en félicite. En principe, si les partenaires de l'UDPS qui sont au pouvoir maintenant étaient vraiment sincères, ils devaient aussi célébrer Matata et dire en tout cas félicitations Matata pour avoir acquis aussi cet avion que nous faisons maintenant passer sur les patrimoines, n'est-ce pas, de la présidence. Parce que sous Matata. Mais on va le féliciter pourquoi? Parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Mais il fait pourquoi? Parce que c'est l'argent du contribuable congolais qui a servi à payer la facture du check-up. J'ai dit, pourquoi ne peut-on pas les féliciter? Sous Matata, alors que rien n'est présagé que l'UDPS viendrait au pouvoir. Sous Matata, la primature est réhabilitée et un pavillon entier est dédié à Tshisekedi Etienne, Tshisekedi Wamulumba Etienne. C'est là la primature. Vous voyez les gens de l'UDPS, il y a un pavillon dédié par Matata à Etienne Tshisekedi. Ça y est là, c'est visible. Que Augustin Matata reconnaissait le combat d'Etienne Tshisekedi. Mais comment il n'est pas le seul? Il y a beaucoup d'autres anciens premiers ministres dont les pavillons portent leur nom. Mais parmi ces premiers ministres, il y a aussi Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'UDPS peut faire autant du nom de Matata? Non, nous devons quand même faire la politique avec élégance. Vous comprenez? Reconnaître les mérites des autres, les célébrer. Hein, ça fait grandir le pays, ça nettoie aussi l'image du pays. Nous devons bien voir l'image du pays. Mais malheureusement, ici, on vous dit, bon, les gens comme les Matata sont déjà à tuer. Il faut inventer les mensonges, inventer des scandales à leur imputer pour les descendre dans l'opinion. Et on passe, il y a des laboratoires qui sont payés pour ça. Installés pour inventer simplement des mensonges à imputer à Matata. Bon, comme Dieu, c'est un Dieu de juste, Dieu réhabilite toujours les justes. Voilà, Dieu réhabilite toujours des justes. Alors, il y a cette information judiciaire. Évidemment. Voilà, l'information sur Bukanga Nozo. La deuxième audience. Voilà, la deuxième audience. Mais avant qu'on évolue, on va demander la première vidéo et puis on va revenir pour commenter. Merci. Est-ce qu'on peut permettre à un organe, parquet général soit-il, de marcher impunément comme ça sur les lois de la République? Et il le fait sous la barbe de la cour. Pas d'excuses. Si vous présentez les excuses, nous allons les accepter. Nous allons les accepter. Il vous a été tantôt dit ici que au seul mois de mai, le parquet général, preuve votre cour, je ne veux pas entretenir de confusion, le parquet général, preuve votre cour, a saisi le Sénat par 3 fois, avec 2 excuses. À un moment donné, Monsieur le Président, et puis surtout à un certain niveau de responsabilité, on ne peut pas verser dans ce genre de tâtonnement. Imaginez-vous un seul instant que le parquet général près la Cour constitutionnelle ou le magistrat du parquet général près la Cour constitutionnelle était déversé dans votre cour, qui deviennent des juges comme vous. Après autant de faux pas,
vos décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Après autant de faux pas, ils allaient faire comment pour réparer ça? Ils allaient faire comment? Je vois le ministère public un peu trop agressif. Hein? Vous qui parlez beaucoup, vous qui aimez parler, vous allez venir nous dire ce qui s'est passé. Mais celui qui n'a pas été fidèle dans de petites choses, dans de petites règles de la procédure, parce que la procédure n'est pas difficile. La procédure n'est pas difficile. C'est comme si on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la journée. Je me lève le matin, je brosse les dents, ainsi de suite. C'est ça la procédure. Celui qui n'a pas été fidèle dans de petites choses comme ça, comment pensez-vous qu'il le sera au fond? Comment vous pouvez admettre ça? Alors, lors de ma première intervention, je disais que les décisions de votre cours ont un caractère pédagogique. C'est-à-dire, dans le cas d'espèces, reconnecter ceux qui sont à l'écart à la loi. Une reconnexion. C'est ce que nous vous demandons. Il n'y a aucune règle, aucune possibilité juridique de couvrir toute une kyrielle de violations de loi comme ça. Maintenant, il vous présente un prévenu, sénateur de son État, sans autorisation parlementaire. Il vous dit, jugez-le, condamnez-le. C'est ça qu'il fait. Sénateur de son État, jugez-le, condamnez-le. Voilà, Monsieur Franklin Tchamala, vous avez suivi une plaidoirie, les ras-le-bol de la défense de Patrice Kitébi. Bon, je dois rendre hommage à cette équipe, le collectif des avocats de la défense, qui a déroulé là une plaidoirie excellente, qui démontre que dans ces pays, nous avons quand même encore un reste qui peut participer à l'édification de ce pays, ne serait que sur le plan de l'éthique, des valeurs éthiques. Parce que là, nous sommes en face pratiquement des gens qui sont animés, qui sont en fait animés d'une culture de suffisance, doublée d'une culture d'ignorance de toutes les valeurs morales, toutes les valeurs qui peuvent participer à la construction d'un État moderne. Et là, vous voyez un avocat, dans sa plaidoirie, interpeller, rappeler à l'ordre le PG, près la Cour constitutionnelle. Il rappelle à l'ordre celui qui est censé veiller au respect des lois de la République pour l'intérêt général. Il lui dit, mais vous qui êtes censé rappeler tout le monde à respecter les lois de la République, déjà vous les violez impunément. Vous ne vous sentez même pas concerné par les lois de la République. Les règles élémentaires, on vous dit, et c'est une loi qui vous dit, elle est consacrée dans la procédure, devant votre instance, pour engager les poursuites contre les gens qui sont justiciables devant vous, vous devez absolument obtenir l'autorisation de la chambre dont il relève. Vous faites fi, c'est un principe qui ne nécessite pas d'avoir été à la faculté de droit pour comprendre que c'est un principe qui s'impose dans la procédure. Mais comme les magistrats et certains juges se sont mis aux ordres des politiques, tant que les politiques disent derrière, attention, tuez-nous ces types-là. Bref, vous voyez des hommes qui sont respectables devenir des tueurs politiques. Ils doivent tout faire pour satisfaire à leur employeur politique. Il se permet là de marcher sur les lois de la République pour atteindre l'objectif politique qui lui a été assigné et amène devant la Cour
un homme avec un dossier vide, impréparé, mal préparé. Alors, monsieur Franklin Tchabala, quand on regarde la plaidoirie de l'avocat qu'on vient de suivre tout à l'heure, ça veut dire que l'ancien Premier ministre, sénateur de surcroît, est devant une cour jugée sans autorisation du Sénat. C'est ce que ça veut dire. Mais les avocats l'ont bien démontré. Et par rapport à toutes ces exceptions que les avocats du collectif de la défense ont soulevées, le PSG n'a pas dit mot. Les ministères publics n'ont pas répondu du tout. À ce sujet. Mais parce que c'était patent. C'était patent. C'est vraiment patent. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, ben, il faut montrer à la face du monde que dans ce pays, les gens qui ont choisi de se ranger du côté du droit sont prêts à mourir pour le droit. Et c'est ça l'état des droits. Mais ceux qui font la négation de l'état des droits et qui ont résolu, eux, de marcher sur les lois de la République, sont aux côtés de l'anarchie et se sont engagés dans une confusion ahurissante. Là, c'est un spectacle d'une confusion ahurissante. Vous êtes en face de celui qui devait donner les leçons et qui s'assoit pour recevoir les leçons. Le PG est assis et c'est les collectifs d'avocats de la défense qui lui disent ce qu'il devait faire. Et j'ai beaucoup apprécié, moi, le calme impérial du président de la Cour. J'ai donné comme ça. Un calme impérial. Alors, monsieur Franklin, en regardant le président de la Cour, son expression faciale enseigne quoi? Parce qu'il était calme, visiblement un peu déçu. Je ne sais pas si c'est la même lecture que vous avez. Non, mais c'est un calme impérial. Lui, c'est un enseignant de droit qui est en train de regarder et de suivre un scénario où les enseignements qu'il dispense sont battus en brèche par les hommes qui sont censés veiller au respect des lois de la République. Le président est assis là, il est perdu. Le président est perdu. J'ai prié pour le président pour qu'il se reprenne parce qu'il était perdu, vraiment perdu. Alors, mais quand on regarde le procureur général, du haut de ses 35 ans d'expérience, faire ceci, l'avocat l'a dit, les procédures élémentaires, avec 2 excuses, ça cache quoi derrière? Mais je vous ai dit ici, dans mon introduction, que nous avons ici, dans ce pays, des hommes de droit, des magistrats et des juges, qui continuent à fonctionner suivant leur éthique. Mais il y en a aussi qui ont résolu de se mettre derrière les politiques et qui leur servent d'outils pour tuer les adversaires politiques. Mais là, il est poussé à la faute. Mais tant qu'il est couvert par les pouvoirs politiques qu'il a nommés, des tâtonnements tels que relevés par... Tant qu'il est couvert par les pouvoirs politiques qu'il a nommés, qui peut les sanctionner? Parce que les fautes qui sont relevées là sont patentes. Elles sont patentes. À ce niveau-là, on ne peut pas commettre des fautes comme ça. À ce niveau-là, ça s'appelle la négation carrément de l'état des droits. Les chefs de l'État, ils prennent l'état des droits. Ils veulent que l'image de ces pays-là soit vue comme telle, partout. Mais ceux qui devaient militer pour que cet état de droit soit vendu comme tel à travers le monde, militent pour le contraire. Vous comprenez? Donc nous disons, ça c'est une confusion ahurissante pour le pays. Voilà. Ça ne peut pas se passer à ce niveau-là. Effectivement. Alors, une autre vidéo. Merci. Parce que nous sommes en train de décrypter ce qu'a été la deuxième audience. Accepter l'intervention volontaire. Mais on ne continue pas la réflexion. On ne réfléchit pas en droit comme si on réfléchit dans la Bible. Et Jésus plaira et on s'arrête. On dit il faut plairer les morts. C'est ce droit-là qu'on veut amener à la Cour constitutionnelle et je refuse. Que dit la... Parce qu'il faut peut-être qu'on dise, qu'on interprète ensemble. Même si la décision, c'est vous qui la prenez. L'article 106, j'ai la noble mission de la lire parce que j'estime qu'il y a problème de lecture et de compréhension grammaticale avant que ça n'évoque les questions de droit. La constitution des partis civils n'est pas recevable devant la Cour. Parce qu'ici, il y a même un problème sémantique.
Et pour vérifier, il faut voir la finalité de cette constitution des partis civils. Et la démarche de celui qui se réclame comme intervenant volontaire. Mais en droit, la beauté du droit, c'est dans la continuité. D'heureuse mémoire, mon maître Carlo Gombika, il disait, même si vous êtes dans la fausseté, le problème en droit, c'est la cohérence. Mais ici, vous entendez les arguments, le ministère public dit, non, écoutez, c'est bien dit dans l'article 6, mais qu'à un moment donné, nous pensons que il y a le pacte international. Mais il y a la hiérarchie des normes que vous enseignez. Que dit la hiérarchie des normes? À quel moment on fait allusion à une norme inférieure, à une source inférieure? C'est quand la constitution est muette, c'est quand les lois sont muettes. Mais ici, ça a été dit. Et on fait allusion à cette jurisprudence qui a déjà été fondamentalement avancée par mon confrère en disant Mukendi est demandeur en cassation. Monsieur le Président, on ne peut pas abuser de votre temps. Et nous pensons que pour la même dialectique, Moretti, qui est en fait mon maître sur la question du droit pénal constitutionnel, a dit la justice ne se rend pas dans les réseaux sociaux, ni dans la rue, ni dans les médias. Et l'honneur des hommes, pas jusqu'aujourd'hui qu'hier, ne mérite d'être jeté dans le chien. Je pense que vous allez devoir lever l'option, pas nécessairement nous répondre dans un arrêt de principe, parce que la grandeur maintenant d'un avocat, c'est au travers de la confortation du droit et des faits que dans les proclamations de dispositions légales. Nous allons nous faire compléter, nous avons dit. Waouh, la confrontation d'un avocat où on reconnaît la grandeur d'un avocat dans la confrontation du droit ainsi que des faits. Alors, Monsieur Franklin Tchamal. Oui, moi je voudrais poser la question par rapport à cette vidéo. On voit Maître Laurent Onyemba lors de la plaidoirie, mais je voudrais poser la question pour savoir pourquoi le ministère public fait recours à la constitution des partis civils. Et ces gens-là ont reconnu que c'est interdit, mais ils tentent quand même le coup. Mais vous donnez raison à la raison. Ici, regardez, la vérité a pris les dessus sur les tueurs politiques. Les tueurs politiques qui sont employés, eux, pour assombrir les principes et les règles du droit qui sont clairs. Vous savez, des gens maintenant qui se font payer pour assombrir les principes du droit qui sont universels et clairs. Est-ce que l'objectif c'était d'assommer davantage l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo lorsqu'ils veulent à tout prix qu'il y ait la constitution des partis civils? Mais c'est ça l'objectif. Leur cible, c'est Matata. Matata, là, il faut par tous les moyens, y compris en marchant sur la Constitution, il faut détruire Matata. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Et maintenant, regardez, vous avez ici des gens qui sont censés être enseignés par les procureurs. Hein? Mais qui, eux, se mettent debout pour commencer à enseigner les procureurs. À dire aux procureurs, là, vous avez commis une faute. Là, vous n'avez pas respecté la loi. Là. Et ça embarrasse même la Cour. Ça embarrasse la Cour. Donc, vous êtes en face, là, d'un scénario, encore une fois, qui consacre une confusion ahurissante. Il faut balayer ça rapidement. Notre République ne mérite pas ça. Vous comprenez? La République ne mérite pas ça. Mais j'ai vu, quand on balançait la vidéo, là, j'ai vu M. Christophe Gobler. Là. Je l'ai vu. Oui. Mais Christophe Gobler, il est là, vous savez, depuis combien de temps? Depuis à peu près un mois. Okay. C'est lui le patron d'Africom Commodity. Oui. Le patron d'Africom Commodity, qui est la société qui avait signé les contrats avec le gouvernement en vue de pouvoir bâtir Bukangalonzo. M. Christophe Gobler. Il est là. Personne ne voulait qu'il vienne au Congo. Tous citaient son nom, en commençant par l'IGF et le PG, mais personne ne voulait qu'il vienne. Mais il est quand même venu. À cause de sa témérité, il est ici. Ça n'a pas été une surprise pour eux? Mais ça a été une grande surprise et une déception pour eux. C'est à cause de ça qu'ils ont inventé l'affaire de la prétendue fuite. On vous dit qu'ils voulaient fuir. C'était faux? C'était faux, archi faux. C'est quoi la vérité? Oh, mais je continue d'abord. Oui. Christophe Gobler est là. Il y a des médias qui étaient payés ici pour les citer. Oh non, Gobler avait donné l'argent au Premier ministre Matata. Il se faisait payer par les trésors. Vous comprenez? Le trésor payait sa société.
par ses comptes en Afrique du Sud. Et à partir de ces comptes, on dit il a envoyé les rétrocommissions à Matata. Maintenant, Christophe Gobler est là en chair et en os. Je n'ai pas vu les mêmes médias, notamment Kinkei Moulumba, les professeurs. Je ne les vois pas en train d'aller vers Gobler pour lui dire vous êtes maintenant là. Faites une interview pour confirmer ça, pour dire ça à haute voix. Alors je ne comprends pas, pourquoi même pas les médias, tous ceux qui sont intéressés par l'affaire, vont vers lui pour avoir des nouvelles, la vérité sur les questions. Mais vous-même, vous l'avez invité. Invitez-le, il est là. Ses avocats sont presque tous des l'UDPS. Presque tous des l'UDPS, en commençant par des hommes respectueux que je respecte. Chabani, c'est un ancien secrétaire général de l'UDPS. Actuellement, c'est lui le président de la commission électorale de l'UDPS. Oui. C'est un grand avocat. Et il y a un autre... Jean-Paul Chilumbaï. Chilumbaï, qui est député provincial. Tous de l'UDPS, comme par hasard. Il est entre leurs mains. En principe, bon, il n'est pas contrôlé par nous autres qui sommes du camp opposé. Donc, mais je crois que si effectivement Krobler avait fait des rétrocommissions à Matata, Krobler aurait peut-être dit ça à ses avocats. Mais et ça se serait connu. Je dis que vous de la presse, en commençant par ceux qui ont confirmé ces choses ici, ils l'ont affirmé à haute voix. Ils l'ont même écrit. Le professeur Kinkei Moulumba, un ancien ministre de Matata, a écrit dans ses journaux. Oh, M. Kobler avait dit, M. Kobler avait dit, M. Kobler est là. Donc tout ce que Kinkei disait, c'était... Mensonge sur M. Kobler. Je voudrais que quelqu'un me contredise et qu'il aille voir M. Kobler. Je voudrais le dire en ligne, là, si vous m'autorisez. M. Kobler, il est aux Alias. Donc il n'a jamais donné aucun franc. Matata, là que vous voyez, il faut rencontrer les diplomates qui les connaissent. Les diplomates sont étonnés, jusqu'au sommet des Nations Unies. Quand ils entendent les gens citer Matata dans des affaires comme ça, des détournements, des fois ils disent, mais c'est toujours le même que nous connaissons, avec qui nous avons travaillé, ou c'est un autre? Matata là, lui, ces affaires-là, c'est des affaires dans lesquelles il est étranger. Même le diable est étonné quand on cite Matata. Le diable? Le diable est étonné, parce que les gens qui devaient être cités, on ne les cite pas. Les voleurs de ces pays qui sont connus, on ne les cite pas. On va citer quelqu'un que le diable n'a jamais vu dans sa cour. Pour avoir bien travaillé, peut-être? Matata. Il gêne à cause de son bilan. Parce que même les mamans vendeuses de pain savent que Matata est celui, l'homme du cadre macroéconomique. Même les mamans vendeuses de pain étaient intéressées au cadre macroéconomique. Vous comprenez? Les fonctionnaires de l'État, les enseignants qui sont en grève, tout cela, ils savent que sous Matata, c'était différent. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on lui en veut. On vous dit, ces types-là, il faut quand même arriver à les salir. Il faut les détruire. Inventons un tissu de mensonges pour détruire sa renommée là. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Voilà. Mais ce Kobler, j'ai dit, il est là. Je voudrais vraiment que, même la RTNC, qui ne nous reçoit plus, moi la RTNC ne m'invite plus. Pourquoi? Mais parce que je suis un homme, j'ai dit trop la vérité. J'ai dit trop la vérité. Inviter M. Kobler, il est là. On a dit que c'est lui, il était payé par les trésors. Vous voyez les schémas. Il est payé par les trésors et puis sa société envoyait l'argent, virait l'argent dans les comptes de Matata. Il n'y a pas de relation entre Kobler et Matata? Kobler là a dit lui-même, il dit qu'il n'a jamais rencontré Matata. Moi j'allais à Bukangalozo tout le temps, je n'étais pas membre du gouvernement. J'allais tout le temps. Je suis de ceux qui sont entrés même dans la maison où M. Kobler habitait. Moi j'ai mangé les pondous que son épouse préparait. Vous comprenez? Je connais bien. Il ne connaît pas le premier ministre Matata. Matata, ce n'est pas un homme que les gens rencontraient comme ça. Il y a des ministres au gouvernement qui sont entrés et qui sont sortis sans avoir jamais eu l'occasion de rencontrer les premiers comme ça. Si les ministres sont entrés et sortis sans avoir eu l'occasion de les rencontrer, à plus forte raison, un opérateur économique, au plus bas de l'échelle, pourquoi veut-on solder la fonction d'un premier ministre? Voilà, on prend la troisième vidéo. L'article 107 de la Constitution dit ceci concernant les immunités. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. C'est ça qui a fait que nous demandions l'autorisation. Mais l'alinéa 3 de cet article 107 dit ceci:
en dehors des sessions. Aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Mais nous avons attendu alors que la session du Sénat soit clôturée. Et alors, cet article, cet alinéa 3 de l'article 107 nous autorise. On a proscrit que l'arrestation, nous relisons, en dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat. Monsieur Franklin, vous ne voyez pas que ça, c'est un aveu du ministère public, comme s'il complotait contre Augustin Matata Ponyo. Il dit, nous avons attendu qu'ils aillent en vacances pour demander l'autorisation d'élever de ces immunités. Bon, heureusement que vous-même vous avez compris, parce que même les mamans et tous les jeunes gens qui suivent le reportage ici comprennent maintenant les dessous des cartes. Excusez-moi, vous allez dire à Jean-Marie Kassamba de m'excuser pour les dessous des cartes. Mais le procureur, il a vendu la mèche lui-même. Il dit, j'ai introduit mes réquisitoires, je n'ai pas eu gain de cause. Je me suis même excusé pour les erreurs que j'avais commises. Mais je n'ai pas eu gain de cause devant la plénière du Sénat. Alors j'ai attendu qu'ils partent pour passer par les bureaux. Il y a un sous-entendu. Pourquoi il a attendu? Il dit qu'ils partent en vacances et j'ai actionné un mécanisme qui me permet de passer par les bureaux parce que, avec les bureaux, je savais que ce serait facile, nous sommes en phase. Donc il n'y a pas complicité là. Mais c'est ça les sous-entendus. C'est ça, quand je dis ici que... Donc le bureau a coopéré avec... Mais je vous ai dit que il y a des magistrats et des juges qui se sont résolus d'être sous, en fait, aux ordres, qui sont mis aux ordres des politiques. Mais lui-même, il a dit, j'ai attendu qu'ils partent. Et j'ai actionné l'article qui me permet simplement de faire un petit raccourci vers les bureaux, parce qu'avec les bureaux, c'était déjà acquis. Qu'est-ce que les gens cherchent à comprendre? La mèche est vendue. La mèche est vendue. Le monde entier observe que Matata Ponyo Mapon... Donc le bureau du Sénat a livré Matata dans un complot. Mais le procureur l'a dit lui-même. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Excusez-moi. Il l'a dit lui-même. C'est là. Mais et oui. La preuve. Oui. Il y avait un quart de reportage là-bas. Positionné pour diffuser ce procès-là. Pour montrer à la face du monde le visage de Matata et dire au monde que cet homme qui se faisait passer pour un homme propre avec sa cravate rouge, c'est en réalité un voleur. Pourquoi ce reportage n'a plus eu lieu en dépit de toute la publicité qui a été faite autour de ça? C'était en différé. Oh, en différé, une seule fois. Une seule fois. Alors que c'est une affaire stratégique politiquement pour le régime. Parce que les choses comme ça, on ne les diffuse pas deux fois. Ça humilie les agents qui se sont mis aux ordres. Ça les humilie. Le procureur dit, j'ai attendu. Ils sont partis. Et j'ai fait mon petit raccourci parce que là, c'était acquis. Je les complète simplement parce que c'est un sous-entendu. Mes chers amis. Mais Matata, votre chef pour lequel vous travaillez, il a fait quoi? Qu'est-ce qui se passe finalement? Et même ceux qui nous suivent à l'étranger peuvent vous poser la question de savoir, mais il y a quoi? Vous leur dites quoi? Matata n'a pas un groupe armé. Matata, je lui dis un jour, on était ensemble un soir, j'ai dit, mais premier, votre sécurité. Il dit, ma sécurité, c'est Dieu. Et la vérité. Dieu est la vérité. Et la vérité. Alors, vous voyez, un homme comme ça, il est dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Il est là. Il sait que les gens lui en veulent. Et les gens qui lui en veulent ne sont pas que de l'union sacrée ou du parti au pouvoir. Les gens qui lui en veulent, j'ai toujours dit, qu'il commence d'abord dans la famille politique à laquelle il appartenait, dans son ancien parti.
Ce sont eux qui ont fait les relais là-bas en disant cet homme-là, il est très dangereux. Si vous le laissez comme ça, vous ne gouvernerez pas bien, vous risquez vraiment. Il faut vraiment le neutraliser. C'est ça en fait qui se passe. Matata, il est là, on lui en veut pour ça. Matata n'a jamais rien fait qui mérite qu'on fasse une telle publicité sur son nom. Matata, c'est un homme qui doit être célébré. Mon chef, c'est un homme qui mérite d'être célébré. Je suis fier d'avoir appartenu à son gouvernement. Voilà, merci. On prend une autre vidéo. Et la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans le cas et conditions prévues par la Constitution. J'ai toujours enseigné, il y en a qui savent que je suis enseignant, j'ai toujours enseigné que quand il s'agit d'interpréter, il faut faire confiance au législateur. Le législateur, c'est un citoyen qui s'exprime avec le souci d'être compris. Il n'a aucun intérêt à disposer d'un texte obscur, ambigu. Donc, ce qu'il dit, c'est cela qu'il dit. Et pas autre chose. Et nous nous trompons souvent, quand nous voulons comprendre des textes, de chercher l'esprit de la loi. Alors qu'avant l'esprit, il y a la lettre. Et que parfois, la lettre peut en même temps être cet esprit recherché. Imaginons donc notre constituant comme un homme simple, préoccupé d'être compris, et qui dit à ses concitoyens, la Cour constitutionnelle et la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Et vous, parce qu'officier du ministère public, vous dites je ne veux pas comprendre ce qui est écrit, je vais interpréter. Et pourtant les Romains ont toujours dit in claribus non interpretandum est. On n'interprète pas ce qui est clair. Où que l'on tourne le regard dans cette salle, et à part l'officier du ministère public, nous ne pouvons voir ici ni président de la République, ni premier ministre. Sauf l'officier du ministère public. S'il ne voyait pas un premier ministre en fonction, on ne serait pas ici. Mais pourquoi il est le seul à voir un premier ministre, là où le législateur ne l'a pas vu, là où le public ne le voit pas, là où les juges ne le verront pas? Monsieur Franklin Tchambala, pourquoi la Cour veut à tout prix que Matata Ponyo soit jugé devant cette juridiction, la plus haute d'ailleurs, alors que les avocats continuent à contester la compétence de cette Cour constitutionnelle? D'abord, je rends hommage à la presse qui a fait ce travail remarquable. Je ne sais pas comment, mais les images comme ça sont des images pour lesquelles on doit vous décerner un prix. Je ne sais pas quel prix je vais vous décerner, mais celui qui a fait ces images, rassurez-vous, il a déjà un peu du crédit chez moi, ou quelques mégas. Je ne suis plus ministre en fonction. C'est tout ce que je peux donner et à celui qui nous a donné l'occasion de suivre ces images-là, dont je demande la rediffusion intégrale pour donner l'occasion aux étudiants, à tous les chercheurs de se rendre compte qu'à côté des ténèbres, il y a la lumière. Et les ténèbres ne persisteront toujours pas devant la lumière. Donc la question, oui, nous sommes là, sur cette affaire-là. Oui. Pourquoi il dit, vous avez vu un président ici, vous avez vu un premier ministre ici? Oui, parce que la Cour, là, pour qu'elle siège comme ça, la Cour, là, elle est les juges naturels du président de la République en fonction et du Premier ministre en fonction. Donc les deux responsables de l'exécutif, là, c'est leur juge naturel. Et c'est écrit dans la Constitution, dont le procureur général est censé être protecteur. Parce qu'il est procureur général près la Cour constitutionnelle. Donc lui ne respire que la Constitution. Il est censé respirer la Constitution.
Mais là, regardez, le professeur Nyabirungu, il dit, maintenant nous sommes là, la Cour est en train de siéger. Bon, la Cour est supposée siéger pour juger et entendre le président de la République en fonction et le Premier ministre en fonction. Est-ce que nous nous sommes trompés? Y a-t-il un Premier ministre, un procureur, et disons un président ou un président en fonction ici, devant la Cour? Bon, nous ne voyons pas. Et, à part le PSG qui a vu un Premier ministre en fonction, nous ne le voyons pas. Alors il dit, mais c'est clair, pourquoi les PSG cherchent à interpréter une disposition constitutionnelle qui est claire? Même en esprit, cette disposition elle est claire. Il dit que lui il ne veut pas comprendre, mais il veut plutôt interpréter. Oui. Ça veut dire que c'est un faux fouillant. Un faux fouillant. Alors, le professeur a continué, il dit, oui, même au cas où il y aurait un Premier ministre en fonction ici, ou un président de la République en fonction ici devant cette cour, je souhaite ici que les PSG nous montrent l'autorisation des poursuites qu'il a eu du Congrès, parce que pour poursuivre, pour engager les poursuites, la Constitution dit on ne le fait qu'avec l'autorisation du Congrès, pas d'une chambre. Donc il y a eu une étape qui a été brisée. Non, mais s'il y a un Premier ministre, oui, supposons même que Matata est encore en rêve, oui, ou en vision. Premier ministre. Premier ministre en vision pour les procureurs. Oui. Premier ministre. Il a les 200 millions qui lui sont imputés en poche. Bon. Pour les poursuivre, il faut l'autorisation du Congrès, les deux chambres réunies. Maintenant, le prof Nyabirungu, spécialiste du droit pénal, enseignant de cette matière, il vous dit, montrez-nous l'autorisation que vous avez eue pour engager ces poursuites. Il dit, même au cas où il y aurait ici un président, vous n'avez pas d'autorisation. Ça veut dire que vous vous êtes autorisé vous-même à saisir la Cour. Mais la Cour, elle ne peut même pas siéger parce qu'elle ne peut pas elle-même, n'est-ce pas, s'autosaisir. Il n'y a rien ici. Donc la Cour est là pour rien. Vous avez convié la Cour ici devant un dossier où les pièces n'existaient pas, essentielles. Vous fixez un dossier devant la Cour en sachant que ces dossiers-là ne comportent pas toutes les pièces qui vous autorisent à les fixer devant la Cour. Quelle confusion! C'est qui a chanté encore confusion? C'est le frère Patrice. Patrice. Je vais lui demander de chanter cette chanson. On prend une autre vidéo. La confusion nous a vraiment accaparé à ce point-là. Une autre vidéo. Ainsi, à l'article 101, il est disposé comme suit. Si le procureur général estime devoir poursuivre le président de la République ou le Premier ministre, il adresse au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat une requête aux fins d'autorisation de poursuite. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 106 alinéa 1er de la Constitution. Au regard de ces textes, quelles sont, dans les cas d'espèce, les obligations qui pèsent sur l'officier du ministère public? Cette question, l'officier du ministère public ne se la pose pas. Peut-être avec beaucoup de bonne volonté, mais avec quand même un problème que vous devrez surmonter et résoudre, à moins que l'organe de la loi comprenne ses fonctions comme impliquant le droit de vivre au-dessus de la loi. Il devait notamment produire ici la requête qu'il a adressée au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat au fait d'autorisation des poursuites du Premier ministre. Je ne dis pas ancien Premier ministre, parce que l'officier du ministère public est convaincu que M. Matata est toujours Premier ministre en fonction. Qu'est-ce qu'il devait encore produire? Une autorisation de poursuivre un Premier ministre en fonction. Je vous ai mis au défi de nous trouver ce Premier ministre en fonction. Je ne vais pas vous embarrasser en insistant.
quand il pose la question, qu'on puisse montrer ou d'identifier le Premier ministre, c'est que le ministère public est mis dos au mur par rapport à toutes les accusations contre Augustin Matata Ponyo. Mon frère, je souhaite vraiment que les chefs de l'État suivent ces éléments-là pour qu'ils se rendent compte de l'image qui est vendue du pays. Je souhaite vraiment qu'ils suivent. Si je peux avoir l'occasion, moi, de les lui envoyer, je les lui enverrai en disant « Président de la République, suivez quand même ces images-là. Le pays est mal vendu. Nous en avons assez du Congo-Bachir. » En tant que garant du bon fonctionnement des institutions? Absolument. Mes chers amis, ce qui est fustigé ici, le professeur Nyabirungu, c'est un homme très poli. Il dit qu'il ne veut pas embarrasser les PG en insistant pour qu'on lui présente le Premier ministre en fonction qui est dans la salle. Il ne veut pas non plus l'embarrasser en lui disant « Montrez-moi l'autorisation que vous avez reçue du Congrès. » Bref, nous en politique, parce que nous en politique, bon, nous n'avons pas de gants. La vérité, elle est nue. Ce que le professeur Nyabirungu dénonce là, c'est l'affairisme judiciaire. L'affairisme judiciaire qui s'installe et qui prospère. Il dit, mais comment, en sachant que vous êtes déjà en train d'œuvrer en marge de la loi, vous pouvez persister à continuer à agir en piétinant les lois de la République? L'affairisme judiciaire. Non, nous disons non, non, absolument non. Lumumba n'était pas mort pour ça. Kasavubu n'était pas mort pour ça. Les héros de l'indépendance ne sont pas morts pour faire ça de la République démocratique du Congo. Nous vendons une très mauvaise image du pays. Il faut changer de cap. Donc si je comprends bien, ce procès est également suivi par les Nations Unies, représentées ici par Service de droits de l'homme, MONUSCO, tout ce procès est suivi. Mais il est bien suivi. Il est bien suivi. C'est un procès qui a beaucoup d'implications. Mais c'est Gobler que vous voyez là. Mais M. Gobler, c'est un expatrié. Ce n'est pas un Congolais. Personne ne voulait qu'il vienne ici, je vous le disais. Personne. Il est là. Il est là maintenant. Parce qu'il est venu et il a surpris tout le monde. Son gouvernement sait qu'il est ici. Et donc son ambassadeur suit ce qui se passe. Vous comprenez? Et ils vont faire rapport. Mais comment? Comment ne pas le faire? Lorsque vous avez vu les Nations Unies intervenir dans un procès comme ça, en disant il n'y a rien dans ce dossier, laissez Matata. Il le savait, hein? Mais il le savait. Il le savait bien. J'ai dit encore une fois, on a autre chose à faire. Voilà, on a autre chose à faire. L'avant-dernière vidéo. La présente loi fixe les statuts des anciens présidents de la République élus. Elle détermine les règles spécifiques concernant leurs droits et devoirs, le régime de leurs responsabilités, leur statut pénal, ainsi que les avantages leur reconnus. Elle détermine également les avantages et devoirs accordés aux anciens chefs de corps constitués. Bien plus, l'article 7 de la même loi concerne le statut pénal d'un ancien président de la République. Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité de poursuite pénale pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est une preuve en quoi? En effet, si les constituants avaient déterminé le statut pénal d'un ancien président de la République, il n'y reviendrait pas pour une loi portant statut pénal. C'est parce que cette question était hors de la Constitution. Mais on peut regretter en même temps que le législateur n'ait pas fait le même constat, à savoir qu'il n'y a pas de statut pénal d'un ancien Premier ministre et qu'il n'ait pas réagi en conséquence en associant l'ancien Premier ministre à l'ancien président élu
pour édicter les immunités pénales. Monsieur Franklin, en suivant cette plaidoirie méticuleuse, l'on peut s'attendre à ce que la Cour constitutionnelle puisse se déclarer incompétente. Mais ce serait des bons droits, je n'en doute pas. Mais vous savez, le professeur a dit des choses très subtiles. Oui, mais moi j'aimerais avant compléter la question. Oui. Donc ça veut dire que si aujourd'hui il existe une loi fixant le statut pénal des anciens premiers ministres, des anciens présidents, anciens présidents, ça veut dire que le législateur a oublié ou n'a pas encore fait pour les anciens premiers ministres. Mais alors que... Ce qui fait que le statut des anciens premiers ministres n'est pas dans la Constitution. Non, mais il y a une loi qui fixe les statuts, en fait les avantages reconnus aux anciens présidents et anciens premiers ministres. Oui. Il y a une loi qui fixe. En réalité, en prenant encore une loi qui fixe les statuts pénals des anciens présidents de la République, automatiquement, on devait prendre également une loi fixant aussi les statuts pénals des anciens premiers ministres, parce que les deux, parce qu'ils sont les statuts pénals des deux, parce qu'on vous dit qu'ils ne sont pas poursuivables par rapport aux actes qu'ils ont posés dans l'exercice de leur fonction. C'est ce qui est dit dans cette loi-là. Oui. Bon, maintenant, on le fait pour le président, on ne le fait pas pour le premier ministre, et le professeur Nyabirungu, il dit, par analogie, en droit, on devrait appliquer ce qui vaut pour le président, l'ancien président, à l'ancien premier ministre, parce qu'ils sont tous les deux les têtes de l'exécutif. Le pouvoir exécutif a le président comme chef, assisté par le premier ministre. Bon, maintenant, je voudrais faire un petit... sortir un peu de sujet. J'ai dit, mais c'est tellement ridicule que même la salle là, dans laquelle la cour siège, et cette salle-là témoigne contre ceux qui témoignent contre le Premier ministre. La Bible dit que toute langue qui s'élèvera contre vous en justice est déjà condamnée. Elle ne dit pas pour tout le monde. Hein. Cette parole, c'est pour les justes. C'est ça. Parce que si en Gualima ou quelqu'un qui... Les Bombés ici disent, ça n'a pas d'effet. Mais, vous voyez cette salle-là, même les murs, les meubles sur lesquels le PG est assis, hein, c'est lui qui paye, qui réhabilite, qui fait tout ça. Il est assis là. Ceux qui l'ont servi lui disent, nous voulons te juger parce que nous présumons que tu es voleur. Et ils font la publicité autour de ça. Quel gâchis! Quelle abomination! Et Matata est assis comme ça. Voilà. Il a réceptionné cette salle, il la met à la disposition de la cour, et la cour le juge pour ça. Non, absolument non. C'est injuste. C'est injuste. Et j'apprécie que le maître Onyemba l'ait rappelé. Ça ne marchera pas du tout. Les ennemis de Matata peuvent gagner une bataille, mais ils ne gagneront pas la guerre. Parce que la guerre politique, elle est effectivement engagée. Elle est engagée autour des ambitions des uns et des autres. Ils ne gagneront pas la guerre. Ils peuvent gagner une bataille. Je dis ils peuvent, et ce n'est pas ceux qui la gagnent. Ceux qui se sont mis dans la posture des adversaires ou des ennemis de Matata, ils ne gagneront pas du tout, parce qu'ils ne sont pas du côté de la vérité. Et la vérité triomphe toujours. Le professeur Nyabirungu, l'excellent professeur, les rappelle. Vous savez cet homme Matata, on lui a privé même le droit de défense, qui est constitutionnel. Son avocat qui devait venir pour renforcer cette équipe, cet avocat qui devait venir de la France, on lui a refusé tout. Pas de visa. Pas d'accréditation, rien du tout. On dit qu'il ne peut pas venir dans ces pays. Est-ce que vous savez quelle pression un homme comme Nyabirungu a subi? Il a subi une grande pression, simplement parce que il est rangé du côté de Matata. Comme si Matata n'avait pas droit à une défense. Pression. Mais comment? Moi, je suis un politique. Moi, il m'est permis de dire des choses que vous ne pouvez pas dire. Nyabirungu. Ah, voilà. Donc, je dis... absolument non. Donc, on ne peut pas accepter cet état de choses. Dans le complot, les gens ne voulaient pas que Nyabirungu fasse partie du collectif. Non, mais ils n'en voulaient pas du tout. Mais s'ils sont convaincus que le dossier qu'ils disposent contre Matata, c'est un dossier bien constitué, un dossier bien documenté, mais qu'ils laissent Matata
se défendre avec ses avocats. Pourquoi il s'acharne à lui priver même le droit de défense? Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Voilà. Il y a anguille sous roche. La dernière vidéo. Hein. On prend la dernière vidéo et puis on commente pour terminer notre mission. D'abord, il faudrait dire que ce procès est un procès de grands enjeux, est un procès historique. Et je profiterai à l'occasion pour saluer la dextérité de juge-président de la Haute Cour qui a été très pédagogique dans ce procès. Je voudrais ici évoquer le problème de la demande incidentielle du ministère public qui a été caractérisée par une insuffisance notoire, je dirais même exécrable, des éléments accusatifs nécessaires pour justifier son accusation. Comme vous le savez, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un devant le cours des tribunaux sans pour autant avoir des éléments qui attestent effectivement la culpabilité à charge de la personne incriminée. Mais malheureusement, le ministère public a été caractérisé par cette insuffisance-là, raison pour laquelle il a voulu se servir des béquilles des avocats de la République en voulant, au moyen de sa demande incidentielle, constituer la partie civile pour une action civile au moyen d'une intervention volontaire, en violation même des règles de procédure pénale. Le deuxième élément, je voudrais aussi à l'occasion saluer la cohérence, la dextérité, la capacité, la précision des idées émises par les avocats de M. Matata, qui étaient d'un niveau très transcendantal devant la Haute Cour, parce qu'il s'agit d'un procès de grands enjeux. Nous avons senti l'expertise juridique du maître d'école, c'est lui que j'appelle personnellement la légende même du droit pénal congolais, le professeur Nyabirungu, qui a démontré au fait les différentes irrégularités entachées à ce procès Matata. Tout en Voilà, M. Franklin, vous avez suivi. Ça, c'est l'analyse d'un juriste qui suit de près ce procès. Il a relevé un peu la dextérité dans le chef du professeur Nyabirungu, et aussi il a beaucoup plus félicité la tenue de cette deuxième plaidoirie. Tout à fait, c'est sans commentaire de ma part, sans commentaire de ma part, tout est clair. Je souhaite vraiment que le chef de l'État suive lui-même ces éléments-là. Ceci appelle à mon esprit un appel citoyen. Un appel à l'expression ferme de notre volonté pour braver toutes les contraintes qui sont mises sur notre voie. Un appel ferme pour que nous puissions, comme Congolais, traduire en acte notre engagement citoyen par une forme d'expression forte de notre citoyenneté. Des choses comme ça ne sont pas concevables dans une république des hommes ou des humains. Une république qui se veut être un état de droit. Des choses comme ça ne sont pas concevables. On a beau crier Matata, Matata, mais ceci montre qu'il y a un complot contre Matata. Ça montre qu'il y a un complot contre un enfant de la République qui n'a rien fait du tout. Qui n'a rien fait du tout. Un enfant de la République qui a tort simplement d'avoir travaillé pour le pays. Un enfant de la République qui a tort de travailler pour l'Afrique et de dire à l'Afrique, ce que j'ai fait dans mon pays, vous pouvez aussi le faire chez vous. Un enfant de ce pays qui dit à tous les jeunes, battons-nous, nous pouvons encore reconstruire notre pays. Il a tort simplement. Et bon, de convier les jeunes au leadership exemplaire. C'est ça le tort de Matata. C'est grave. Dernière question. C'était quoi ces gens autour de la cour, avec des bâches, tout ça, voleurs, tout ça? Où ont-ils trouvé ces moyens pour faire ça? Les tueurs politiques qui sont au service du régime actuel ont mis de l'argent à contribution pour recruter des badauds que vous avez vus là, des délinquants. Ils leur ont fait imprimer les calicots, des messages qui portaient uniquement, en fait, qui étaient en forme de colibé contre Matata. Les délinquants sont venus là. Ils n'ont même pas fait une heure. Ils ont commencé à se battre devant la cour pour l'argent qui leur était promis.
On leur avait promis à chacun 10 000 francs. On a commencé à leur donner 5 000, ils se sont battus là. Ah bon? Ils ont arraché les calicots et j'en ai vu qui sont allés se coucher dans les herbes sur les mêmes calicots. Honte à ceux qui ont donné l'argent à ces délinquants-là. Voilà. Honte à ceux qui ont donné l'argent à ces mercenaires. Ça, ce sont les pratiques de l'ancienne République. L'ancienne, qui est déjà passée sous Mobutu. Ça ne passera pas maintenant. Maintenant, nous avons besoin des arguments de droit. Argument contre argument. Nous avons besoin de la clarté. Pas de ces choses. On trompe le chef de l'État. On lui dit non, mais voilà, mais nous allons t'apporter Matata ici lié. Matata lié parce qu'il a fait quoi? On va te l'apporter lié. Laissez le chef de l'État tranquille, il a autre chose à faire. Laissez les gouvernements tranquilles. Allez vendre vos scénarios de mensonges ailleurs. Matata n'est pas dedans. Matata, c'est Matata. Il ne mourra pas à cause de vos histoires là. Merci. Merci beaucoup, M. Franklin Chamala. Merci à vous, Floyd Zantoto. C'était avec plaisir. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Nous aurons le temps de pouvoir revenir par rapport à ce procès. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.